Donc, mes chers collègues, nous recevons à présent Monsieur Patrick Gobert, président du Haut Conseil à l'intégration, accompagné de Monsieur Serrero, voilà, puisque conseiller donc auprès aussi de Monsieur Gobert, on va dire ça comme cela. Et comme vous savez, les rituels sont faits aussi pour être de temps en temps aménagés. Donc aujourd'hui, nous avons deux personnes. Bien sûr, il n'y en a qu'une qui prêtera serment et l'autre sera sous votre contrôle. On va dire ça comme ça. Donc nous avions planifié cette audition un peu plus tôt dans notre programme de travail, mais bon, différents imprévus ont conduit à n'y procéder qu'aujourd'hui. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux de commission. Chirurgien dentiste de profession, vous poursuivez également un engagement public axé sur la lutte contre le racisme et les discriminations, d'abord en tant que conseiller technique auprès du ministre de l'Intérieur de 1986 à 1988 et de 1993 à 1995, puis en tant que président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme de 1999 à 2010. Élu député européen en 2004, vous avez également officié au sein de la Commission consultative des droits de l'homme. C'est en tant que président du Haut Conseil à l'intégration, fonction que vous occupez depuis 2008, que Brice Hortefeux, alors ministre de l'Intérieur, vous a demandé un avis sur la diffusion des valeurs de la République auprès des populations immigrées. Dans le prolongement de ce travail, le HCI a publié en 2010 un rapport sur l'intégration à l'école qui relevait, quelques années après la publication du rapport Aubin, les difficultés de transmission des valeurs républicaines et notamment du principe de laïcité au sein de certains établissements scolaires. La commission d'enquête a souhaité vous entendre au titre de vos fonctions actuelles et passées pour connaître votre sentiment sur les difficultés que rencontre aujourd'hui l'école de la République dans sa mission intégratrice et émancipatrice. Avant de vous passer la parole, monsieur, le formalisme des commissions d'enquête me conduit donc à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Donc je vous remercie et selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations donc, durant une dizaine de minutes. Ensuite, bien sûr, il y aura les questions du rapporteur et des sénatrices et sénateurs présents. Et donc, je pense que vous aurez l'aide de votre collègue pour y répondre. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les parlementaires, si tout est dans l'intitulé de votre commission, celui-ci aurait pu être élargi à toutes les professions au contact du public. Médecins, infirmiers, personnel hospitalier, pompiers, comme cela avait déjà été le cas lors de la commission Stasi en 2003, alors que son objet portait strictement sur les signes religieux à l'école. Aujourd'hui, avec Richard Serrero, nous sommes des spectateurs atterrés par ce que nous voyons, car nous ne sommes plus, lui et moi, en responsabilité. Je ne peux pas dire si, heureusement ou malheureusement, je dirais heureusement parce que la situation est assez dramatique, et malheureusement parce que nous avons remis un certain nombre de propositions que le Haut Conseil avait fait dans de nombreux domaines, sur la laïcité, l'école, l'intégration, etc., etc. Dernier épisode en date de ces derniers mois, du nivellement par le bas de notre système éducatif, les dernières mesures avancées par l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Tous les ministres de l'Éducation nationale ont fait leur propre réforme, mais je dirais, en étant un peu très mal, que celle-ci est particulièrement gratinée. Voilà une énième réforme qui chamboule une fois de plus les programmes, plonge la majorité des professeurs et des parents d'élèves dans le questionnement, les élèves dans l'angoisse et provoque la colère du plus grand nombre et va rendre heureux un groupuscule de professeurs qui veulent le démantèlement de l'enseignement de l'histoire, tant ceux qui l'ont conçu apparaissent déconnectés de la réalité vécue sur le terrain, comme le montre le langage qu'ils utilisent.
Dans le point du 25 avril dernier, Jean-Michel Blanquer, que nous avons connu lorsqu'il occupait des fonctions de premier plan au ministère de l'Éducation nationale, avait fait le constat, je le cite, « On veut un enfant qui mette en perspective avant même de lui avoir donné les repères de base. Ainsi, apprendre à nager devient se déplacer dans un milieu aquatique profond, standardisé. Jouer au foot devient conduire et maîtriser un affrontement collectif. » Cette formulation ridicule pourrait aussi définir une bataille rangée entre bandes, ou contre les CRS dans une manifestation, ou la conduite d'une guerre. Depuis plus de 35 ans, que ce soit dans mon engagement politique ou associatif, en tant que président de la LICRA, puis en tant que vice-président de la Commission des libertés et des affaires intérieures au Parlement européen, et enfin en tant que président du Haut Conseil de l'intégration, j'ai rencontré, auditionné nombre de chercheurs, d'acteurs de terrain, d'éducateurs, des enseignants, des responsables d'établissements, des tenants de courants philosophiques et religieux, et j'en oublie. J'en reparlerai un peu plus tard. Nous avons publié des rapports, fait des propositions, rencontré tous les présidents de la République, maintes fois, tous les premiers ministres, souvent, tous les ministres de l'Éducation nationale, chaque année, de gauche, de droite et du centre. Tous les médias impliqués dans ces problèmes de société, tout est resté lettre morte. Car terrible constat, ce ne sont pas les programmes qu'il faut changer. Encore et encore, si cela marchait, on le saurait et nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. C'est la qualité première qui fait défaut, le courage. À chaque fois, ce fut courage fuyons, nous ne voulons pas voir, nous sommes trop lucides, pas de vagues, surtout pas de vagues. Des exemples, je pourrais en dérouler une longue liste, je vais en citer deux extrêmement parlants. En 2000, nouveau président de la LICRA, je rencontre avec mon secrétaire général Richard Serrero, M. Olivier Schrammeck, directeur de cabinet du Premier ministre, homme extrêmement intelligent et estimable. Nous lui proposons alors une action de parrainage et d'accompagnement citoyen de jeunes collégiens de quartiers dits sensibles. Cette action portait pour nous sur 2000 jeunes, chiffre symbolique de l'an 2000. M. Schrammeck leva les yeux au ciel et nous déclara « ce ne sont pas 2000 parrainages qu'il faudrait, mais 200 000 », ce qui montrait bien qu'il avait déjà, à l'époque, parfaitement conscience de la situation. Nous lui avons répondu que 2000, c'était l'affaire d'une association, mais que 200 000, c'était l'affaire de l'État. Deuxième exemple, en 2001, je rencontre Claude Barthelone, ministre de la Ville, pour lui présenter une campagne de communication de la LICRA contre les discriminations intitulée « Stoppons l'apartheid en France ». Déjà en 2001, mesdames et messieurs, nous avions employé ce terme qui, aujourd'hui, fait encore scandale. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire, mais je considère que certaines vérités doivent être dites. Martine Aubry, que je rencontre quelquefois, alors ministre des Affaires sociales à l'époque, déclare à elle que cette campagne de la LICRA aurait en tout cas mérité d'être une grande cause nationale. Elle donna lieu à la création d'une plateforme d'appel de 114, puis de la HALD. Revenons à Claude Barthelone, il m'expliqua, je rappelle en tant que ministre de la Ville, que pour lui, la génération 16-18 ans d'alors était une génération perdue. Ce sont ses mots. Il avait raison, car cette génération-là, c'est aujourd'hui les Kouachi et les Koulibaly d'aujourd'hui. C'est un constat terrifiant d'un ministre de la République. Je lui demande alors ce que l'État entend faire pour les générations qui suivent. Ça veut dire que si la génération 16-18 est foutue, selon ses mots, qu'est-ce que nous allions faire sur la génération 10-12 ans? Vous connaissez la réponse, puisque en 2015, vous êtes encore une fois saisi de ces questions. Rien ou presque rien n'a été fait depuis, ni par Barthelone, ni par aucun des successeurs de droite comme de gauche. C'est le constat d'ailleurs d'un des rapports que nous avions fait en 2009 sur le bilan des 20 ans d'intégration. Pour en revenir au cœur de votre mission, depuis plus de 40 ans, on a cessé de mettre la transmission des savoirs au cœur de l'enseignement pour y mettre l'enfant. On a cessé d'enseigner la République, ses valeurs, la laïcité à l'école. On a cru bien faire en privilégiant, par exemple, les ELCO, enseignement des langues et cultures des pays d'origine dont nous demandons d'ailleurs la disparition. Les ELCO, c'est une erreur funeste, car on y est fait de se servir de ces heures
pour mieux faire apprendre les Français aux enfants. Dans nos associations, nous mettions, à juste raison, le droit à la différence au centre du combat contre le racisme et les discriminations. Nous fûmes piégés par des groupes radicaux qui, au nom du droit à la différence, justement revendiquèrent la différence des droits en raison de l'origine ou de la religion. Première prémisse du dérèglement qui s'en suivit. En 1989, l'affaire du foulard de Creil, où un responsable établissement, conscient de sa responsabilité et courageux, décida d'en interdire le port dans son établissement au nom des valeurs de la République. Il fut désavoué par sa hiérarchie. Je crois qu'à l'époque, le ministre de l'Éducation nationale était M. Jospin. Dans la foulée, toujours en 1989, le Premier ministre, Michel Rocard, qui avait bien compris, lui, l'importance de l'enjeu, créa le Haut Conseil de l'intégration, dont j'ai eu l'honneur d'être le dernier président. Que se passait-il? Des enfants de familles immigrées, première génération, qui n'avaient pas baigné dans la culture française, étaient donc dans l'incapacité d'en transmettre les valeurs ou les faire accepter à leurs enfants, à qui on ne les enseignait plus à l'école. Nous savons tous où nous en sommes aujourd'hui, conséquence du manque de fermeté et du courage politique, chacun se débarrassant, comme on dit, de la patate chaude, en la raffilant aux voisins, aux ministres qui lui succédaient, au Conseil d'État, etc. Aujourd'hui, petite lueur d'optimisme dans un ciel orageux, certaines recommandations du Haut Conseil à l'intégration concernant les primo-arrivants ont été suivies des faits à travers les recommandations d'octobre 2009 intitulées, comme vous l'avez dit madame, « Faire connaître et comprendre et respecter les valeurs et symboles de la République et organiser les modalités d'évaluation de leur connaissance ». Sur le papier qu'on aurait dû vous remettre, nous donnons les propositions du Haut Conseil pour mieux faire connaître aux enfants les valeurs et symboles de la République. Je vais aujourd'hui peut-être vous surprendre ou vous choquer. Ce ne sont pas les nouveaux arrivants depuis moins de 5 ans qui posent problème. Il faut arrêter de stigmatiser les immigrés récents, de les montrer du doigt, d'expliquer qu'ils sont responsables de tout, car ils sont pris en charge. On leur fait connaître et intégrer les valeurs de notre République, le respect et la laïcité, à travers un contrat d'intégration, certes, qui devrait être revu. Le Haut Conseil à l'intégration avait fait quelques propositions. Nous disions alors, il faut expliquer aux nouveaux immigrants, comme à tous les jeunes Français, pas que les nouveaux immigrants, à tous les jeunes Français, le sens des valeurs de la République. Les difficultés auxquelles se heurte notre société, et plus particulièrement notre système éducatif, dans sa globalité, de la maternelle à l'université, viennent des enfants français de naissance, issus de parents eux-mêmes français première et deuxième génération, qui étaient, selon M. Barthelone, comme fichus pour notre République, qui refusent nos systèmes de valeurs, qui disent se sentir mal dans leur pays, la France. Nous avions, dans un autre rapport, recommandé de rendre la scolarisation obligatoire à 3 ans. Celui-là a été suivi sans être obligatoire, mais c'est une façon importante d'ouvrir plus rapidement les petits à la langue française, de les sortir ainsi d'un milieu familial où le français est souvent d'un usage limité. Pour l'ensemble des rapports du Haut Conseil à l'intégration relatifs au système éducatif, je vous renvoie à leur consultation à la documentation française. Pendant toute ma vie, je me suis battu pour les valeurs transcendantes de notre pays, la France, où mes parents ont choisi de vivre et de voir grandir leurs descendants après avoir fui leur pays d'origine d'Europe de l'Est. Richard Serrero, sans être un immigré, mais un exilé de l'intérieur, est le descendant de ces juifs indigènes d'Algérie devenus français en 1870, qui portèrent et transmirent à leurs enfants les valeurs de la France. À une époque, que l'on vienne du nord de l'Europe, de l'est de l'Europe ou du sud de l'Europe, notre engagement républicain était total et sincère. Mon travail de vice-président de la Commission au Parlement européen a conduit le président de la République à me nommer à la tête du Haut Conseil de l'intégration en 2008. De 2008 à 2012, nous avons conduit et produit des rapports édifiants sur les défis de l'intégration à l'école pour les jeunes Français. Nos rapports, nos propositions étaient le fruit, comme je vous l'ai déjà dit, et je le répète, de très importantes concertations sur le terrain
avec tous les acteurs de notre société. Ça veut dire que toutes les propositions que vous avez, qui sont les nôtres, ont un consensus total du monde associatif, du monde économique, du monde éducatif, profs de maternelle, profs de collège, profs d'université, de syndicats, de recteurs, l'ensemble des acteurs sociaux, médecins, assistantes sociales, avocats, magistrats, philosophes, représentants de l'État, les collectivités et les élus. C'est un consensus total sur nos propositions, à droite comme à gauche. Pas en 2012, pas au sommet de l'État en 2012, pour le dernier rapport du Haut Conseil à l'intégration remis au Premier ministre après sa prise de fonction en 2012. Celui dernier fut prestement enterré. Il futa ensuite dans la presse quelques mois plus tard. Il portait sur la laïcité et les signes religieux à l'université qui fait débat aujourd'hui. C'est une question sensible à laquelle notre pays ne peut se soustraire. Résultat de cette fuite, le Haut Conseil à l'intégration fut rayé d'un trait de plume par l'actuel président de la République. Quand le malade a la fièvre, il est préférable de casser le thermomètre plutôt que de le soigner. Aujourd'hui en France, l'affirmation de la République, de ses valeurs, de la transmission à l'école, ne doit plus se contenter du discours incantatoire ou martiaux. Tout a été dit, tout a été écrit, proposé ou presque, dans de nombreux rapports et ouvrages d'auteurs, venant de l'enseignement, comme par exemple le livre sur les territoires perdus de la République, qui est un terrifiant témoignage. Du rapport Aubin, je crois que vous l'avez vu ces quelques jours, qui était un extraordinaire rapport. Il disait des vérités, trop de vérités, que les ministres de l'Éducation nationale ne voulaient pas entendre. Erreur funeste, ce rapport fut enterré avec une grande violence. Personne ne peut ou ne pourra dire « nous ne savions pas ». Alerter ceux qui ont en charge cette responsabilité n'ont pas voulu savoir, n'ont pas voulu voir, peur d'être récupérés, hantise du pas de vague, peur des syndicats, du pas d'amalgame. Pour terminer, je dirais, Albert Camus disait « à mal nommer les choses, on contribue au malheur du monde ». Pour le paraphraser, je dirais qu'à trop tarder à reprendre avec courage, lucidité, fermeté, pugnacité politique, l'affirmation, la transmission, l'enseignement des valeurs de la République et la laïcité, à ne pas vouloir donner la reconnaissance professionnelle et leur remise au centre de la chaîne de transmission des savoirs aux enseignants, nos responsables contribuent au malheur de notre pays et pire, à ceux de nos enfants. Merci. Merci, monsieur, pour ce propos liminaire assez clair, un peu sombre. Et je vais donc donner la... Et voilà, j'ai pas voulu faire de jeu de mots, et vous voyez, vous l'avez relevé, monsieur, mon cher collègue. Mais clair et sombre, je persiste. Mon collègue, rapporteur, va poser la première salve de questions. Et pour éviter toute polémique, on me dit que ce serait mieux, dans le cadre du règlement du Sénat, le cas étant déjà proposé, cher monsieur Serrero, que vous prêtiez serment aussi. Donc, vous prêtez serment à dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Ainsi, vous pourrez parler en toute sérénité et ce sera parfait. Pardon, madame. Richard Serrero était secrétaire général pendant 11 ans à la LICRA quand j'en étais le président. Il était l'un de mes collaborateurs au Parlement européen et conseiller du président du Haut Conseil à l'intégration. Voilà, c'est mon plus proche des plus proches et il y a des fois, il connaît mieux les choses que moi. Vous savez, le président est le président et puis souvent les très proches collaborateurs sont meilleurs dans certaines réponses et certaines questions. C'est pour ça que le rapporteur va poser les questions. Merci, Présidente. Merci à vous, Monsieur Gobert. J'ai 3 questions. Tout d'abord, dans le rapport qui a été écrit, rendu, relatif à l'intégration à l'école, qui a été publié en 2010, le HCI, à cette époque, considérait que l'école était confrontée à un défi culturel qui était essentiellement lié à la remise en cause croissante du patrimoine commun et des valeurs républicaines. Pensez-vous que l'école a-t-elle ou aurait-elle échoué dans son rôle d'intégration et de formation des citoyens? Telle est ma première question. La réponse est totalement. Vous développerez. La deuxième question, comment renforcer la transmission des valeurs républicaines dans les établissements scolaires?
en sachant que le contenu des enseignements et l'organisation de la vie scolaire au sein des établissements, pour certains, ne sont peut-être pas toujours bien adaptés. Que pensez-vous à cet égard des mesures annoncées par la ministre de l'Éducation nationale? Vous en avez parlé tout à l'heure, mais on souhaiterait que vous développiez aussi ce thème-là, notamment vis-à-vis de l'enseignement moral et civique qui sera mis en place dès la rentrée 2015. Et enfin, troisième question, chacun d'entre nous sait que l'école ne peut pas tout. Quel est selon vous le rôle des parents dans la transmission des valeurs républicaines et comment l'école doit-elle les y associer? Richard? Alors la question est vaste, parce qu'il y a plusieurs aspects à cette question. La première réponse, elle est claire et nette. Depuis 30 ans, plus de 30 ans, l'école a complètement échoué dans la transmission des valeurs de la République française. Dans l'enseignement de ces valeurs, qui passent d'abord par l'histoire et la géographie de notre pays. Je vous renvoie pour cela au livre « Les territoires perdus de la République » qui a été écrit par un groupe de professeurs d'histoire géo, et c'était en 2002, où ils faisaient déjà le constat terrifiant de la perte de repères, puisque c'est l'objet de votre commission, la perte des repères qui est due essentiellement, ou qui serait due essentiellement selon eux, au non-enseignement de l'histoire de France telle qu'elle fut enseignée depuis la Troisième République, on va dire. D'accord ? Ne plus savoir que 1515, c'est Marignan et pas autre chose, c'est un gadget dans ma bouche, mais c'est essentiel justement pour avoir des repères sur lesquels s'appuyer. Aujourd'hui, dans les réformes successives auxquelles nous avons eu droit, et la dernière en date bat tous les records, on a effacé progressivement l'enseignement de l'histoire de France, et je le vois dans les classes où sont passés mes petits-enfants, 13, 10 et 5 ans, elle va rentrer en école primaire, par l'enseignement avec affichage dans les écoles de cartes avec des punaises qui indiquent le pays d'origine sur la carte du monde de tel ou tel élève, et on parle de l'histoire de ces pays ou de ce que ces pays auraient vécu sous le joug français pendant la période coloniale. Voilà le début de réponse. Je notais, il y a eu une époque, alors je parlais tout à l'heure de notre génération, Richard Serrault et moi-même, où les valeurs de la République étaient inculquées à l'école et étaient acceptées, enfin, d'une manière sans problème. Je me souviens qu'on se moquait à l'époque des Italiens, des Portugais qui étaient dans nos classes, ou des Polonais. Je me souviens qu'on n'était pas très gentils avec les Italiens, on les traitait de spaghettis. Mais toute cette génération n'a jamais posé problème. Il y avait un respect vis-à-vis du professeur. Peut-être que j'ai été un peu bête, mais le professeur rentrait, on se levait. Il y avait une éducation, il y avait un respect vis-à-vis des uns des autres. Et nous, ma génération a appliqué les valeurs de la République, le drapeau français. Enfin, c'était quelque chose qui ne posait pas problème. Et on avait d'ailleurs, nous, des parents qui avaient choisi. Moi, mes parents ont choisi ce pays volontairement. Ils n'y sont pas arrivés par accident. Ils ont quitté leur pays parce que le racisme, la misère ou l'antisémitisme était fort. Mais une fois chez nous, nous sommes devenus des bons petits Français sans problème, respectant, effectivement. Aujourd'hui, ce respect existe moins.
Alors, est-ce que c'est la faute des professeurs qui ont aussi beaucoup de mal? J'ai toujours dit qu'être professeur, c'est le plus beau des métiers. C'est apprendre le savoir. C'est exceptionnel. Mais le professeur, c'est l'instruction. C'est pas l'éducation. L'éducation, c'est les parents. Le professeur, lui, donne l'instruction aux enfants. Et aujourd'hui, les profs, ils sont obligés de donner et l'instruction et l'éducation. Quelque part, les parents ne font plus leur travail. Alors, d'une part, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait compte, toute une génération parlant mal le français a eu du mal à aider leurs enfants. Nous avons demandé maintes fois que les mamans, parce que c'est quoi une mère? La mère, c'est le cœur d'une famille. La mère doit aider, soutenir les enfants. À partir du moment où les mamans elles-mêmes, enfin les premières et deuxième générations, avaient du mal à parler le français et étaient souvent enfermées chez elles, elles ne pouvaient pas aider leurs enfants. Et également, souvent, des enfants qui voulaient travailler, on a parlé d'apartheid, on a parlé de ghetto, mais c'est vrai que il y a des difficultés dans les appartements petits avec beaucoup d'enfants et que l'enfant qui veut travailler a du mal à travailler chez lui et souvent il va non pas dans les cages d'escalier pour vendre du shit, mais dans les cages d'escalier pour travailler. Alors si les mamans, si on n'arrive pas à joindre les parents afin d'aider les mamans à mieux parler le français, beaucoup de petites associations font ça. Vous savez, il y a un tissu associatif exceptionnel en France. De petites associations, pas connues, qui n'ont pas d'argent, pas de reconnaissance, qui font un travail absolument fabuleux auprès des parents pour aider les mères, et aider les mères permettra effectivement ensuite d'aider les enfants. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui se sentent discriminés, ne se sentent pas dans leur pays, puisque certains... Voilà. Prenons les ELCO. Voilà. Pour savoir ce que c'est les ELCO, c'est apprendre les langues d'origine des enfants. Voilà. L'enfant qui est tunisien, algérien, ou qui peut être, peu importe, de X pays, on lui apprend la langue de son pays d'origine. Ça, c'était à l'époque où ceux qui venaient en France pensaient venir en France pour quelque temps et pensaient pas rester dans notre pays. Donc, on leur apprenait les langues de leur pays d'origine. Dans la réalité, aujourd'hui, ces familles resteront en France. Le danger des ELCO, c'est que c'est pas l'éducation nationale qui le gère, c'est le pays d'origine qui gère les professeurs. Et nous avons entendu, au Conseil de l'intégration, un certain nombre de cours qui étaient très limites. C'était plus des cours politiques ou religieux excessifs qu'autre chose. Donc les ELCO, qui coûtent une fortune, ne servent à rien, et ça fait partie des choses qu'il faut enlever. Pourquoi les ELCO n'ont pas été supprimés? L'éducation nationale a été d'accord, enfin la parole du ministre, sauf le ministre des Affaires étrangères, pour pas avoir de problème avec les pays d'origine, parce que je pense qu'un certain nombre de messages qui ne sont pas des messages en fonction des valeurs de notre République passent dans ces cours. Voilà des choses qu'il faudrait faire disparaître si on avait le courage de le faire. Et ces heures passées pour apprendre les langues d'origine qui ne serviront plus à ces jeunes doivent être plutôt données pour apprendre le français ou autre chose. Voilà. Alors, avant de donner la parole à mes collègues, M. Serrero veut rebondir sur la question oui, parce que je sur m'aperçois les qu'on a valeurs pas républicaines dit dans les grand-chose établissements. sur le point 2 des questions du rapporteur, sur comment renforcer la transmission des valeurs et le contenu des enseignements et l'organisation de la vie scolaire au sein des établissements. Comme l'a dit Patrick Gobert tout à l'heure, c'est le courage qui manque et la fermeté et la volonté d'inscrire les mesures que l'on souhaite prendre au plan politique dans la durée et les pérenniser et qu'elles ne soient pas fonction des aléas de la vie politique et des réformes de tel ou tel ministre qui inscrira son nom dans l'histoire de l'éducation nationale. La première des choses,
c'est le renforcement de l'autorité des enseignants, des professeurs. Tout passe par là. Un professeur qui va avoir le courage d'assumer ses responsabilités et au nom des valeurs du pays dans lequel il vit et qu'il a appris à l'école et dont il a le devoir, la mission de transmettre aux enfants, à ces pages vierges qu'on met à sa disposition pour y inscrire et écrire l'histoire du pays dans lequel il vit, risque de se retrouver bien souvent désavoué, soit par le chef d'établissement, déjà au départ, soit derrière par le recteur d'académie, l'inspecteur, et ça peut remonter jusqu'au ministère. Un seul exemple. Quand il y a eu toutes ces histoires après les affaires du foulard, qui ont duré 15 années, de 89 à 2004, et le vote et l'adoption de la loi Stasi, ça discutait dans tous les sens. Les professeurs se faisaient renvoyer dans leur foyer parce qu'ils avaient osé dire que ce n'était pas la règle républicaine. Mais à partir du moment où la loi Stasi a été adoptée, tout est rentré dans l'ordre, du moins en ce qui concerne l'école primaire et le collège. Donc tout passe par là. Alors, est-ce qu'il faut encore une énième loi pour ajouter aux lois qui existent? Il y a aussi la formation des professeurs. On a supprimé dans le septennat précédent les IUFM. Bon, on y revient, parce qu'on a compris que c'était une erreur. Nous avions proposé à l'époque, avant qu'il soit supprimé, parce que nous avions constaté que ça n'existait pas dans la formation des professeurs, de rajouter des modules facultatifs sur l'enseignement de la laïcité et des questions qui posent problème et créent des affrontements dans les lycées et collèges, comme par exemple les questions proche-orientales, avec les dérives que l'on connaît un peu partout, pour une raison simple, méconnaissance de la réalité des terrains et déformation par la propagande, par ce que l'on lit sur Internet, par ce qui se dit dans le milieu familial. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas récent, qui date du début des années 2000. J'interviens dans une école primaire à Villejuif. Ça devait être en 2001 ou en 2002. Et le thème, c'était la citoyenneté. Bien, l'apprentissage à la citoyenneté. On nous a émis des élèves de cours moyen deuxième année, donc des enfants de 10-11 ans, aptes à comprendre ce genre de choses. Une classe fait défaut et je me retrouve face à des CE2, donc des enfants 8-9 ans. Et là, je me dis comment je parle à un public d'enfants de 8-9 ans de ces questions-là. Bref, je patauge, je me mélange les crayons, et je ne sais pas comment, on arrive à parler de religion. Et il y a un petit enfant de 8 ans qui lève la main et qui dit « Moi, je suis musulman. » Bon, ok, tu es musulman. Et moi, je connais une histoire. Oui, bon, alors moi, comme j'étais perdu, je dis, pour essayer de gagner du temps, raconte ton histoire. Et le garçon me dit, c'est l'histoire d'Anne Frank. Je dis, ah bon, un enfant de 8 ans qui me raconte l'histoire d'Anne Frank. Je dis, raconte ton histoire. Il me dit, Anne Frank était une petite fille qui vivait cachée. Et puis un jour, les soldats juifs sont venus et ils l'ont tuée. Je vous jure, j'ai prêté serment, que c'est la stricte vérité. Éberlué, je me retourne vers la responsable, qui est une femme d'origine maghrébine du Maroc. Elle me regarde effarée. Et elle me dit, Monsieur Serrero, je ne comprends pas. Je connais les parents, ce sont des gens bien. Je dis, bon, très bien. Et je dis à l'enfant, je lui dis, écoute, Anne Frank était bien une petite fille qui vivait cachée, c'est vrai, le début de l'histoire. Mais un jour, les soldats allemands sont venus et ils l'ont tuée parce qu'elle était juive. Alors tu rentreras chez toi et tu raconteras cette histoire à tes parents. Et si tes parents ont quelque chose à dire, ils viendront voir Madame la directrice. Bon, je n'ai pas eu d'écho derrière, mais nous étions en 2001-2002.
Donc, bien avant tout ce que l'on raconte. Anecdote en date, je ne sais pas si vous avez vu, après que le président de la République, François Hollande, soit passé sur Canal+, au supplément, il y a eu des images des coulisses. Et un jeune français, d'origine vraisemblablement algérienne, a demandé au président de la République « Mais vous ne nous avez pas parlé du génocide des Algériens ». Du génocide des Algériens. Et le président de la République lui a répondu « Il y a eu une guerre au moment de l'indépendance de l'Algérie, mais il n'y a jamais eu de génocide des Algériens. » Voilà, on en est là. Donc on parle de ce qui se passe aussi dans les familles. Il y a aussi ce qui se trimballe dans l'histoire des familles, cette période de la colonisation qui est mal assimilée et qui rend la France responsable de tous les maux. Et qu'est-ce que l'on fait à l'école? Au lieu de continuer à enseigner ou d'essayer d'enseigner la vérité historique, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi ou de reprendre sous la forme originelle le roman national tel qu'il a été créé par Jules Ferry et la Troisième République, mais enfin, de remettre les choses dans leur juste proportion et d'enseigner la France à des enfants qui sont français parce que nés sur le sol français et qu'on mette un terme aux dérives ou qu'on apprenne aux enseignants dans les centres de formation des enseignants à être capables de répondre ou à contre-argumenter quand un élève, un collégien ou un lycéen dit « Oui, mais ce que vous nous racontez, ce n'est pas la vérité parce que moi j'ai lu sur Internet que… » Donc les professeurs doivent être armés aussi pour répondre à ce type d'argumentation puisée sur la toile. Voilà. Enfin, si vous voulez bien, vous reprendrez la parole, mais ce serait bien que les collègues puissent poser aussi peut-être une ou deux questions qui vous permettront sûrement de rebondir. Donc je crois, Madame Perrol-Dumont, si vous voulez, j'ai cru que vous aviez, et peut-être d'autres. Quelques réflexions suite au constat étayé, mais je dirais quand même d'une extrême sévérité que vous venez de faire. Tout d'abord, une remarque que j'ai beaucoup appréciée. Vous avez dit que le droit à la différence, dont vous vous réclamiez, à l'instar d'un certain nombre d'associations, avait engendré en fait une exigence de différence des droits. Je suis heureuse d'entendre ça, parce que je crois que les associations qui ont fait du droit à la différence leur credo ont commis une grave erreur. Il aurait mieux valu parler du droit à ce qui nous rassemble, à ce qui nous unit, à ce qui réunit, ce qui épare, plutôt que du droit à la différence. Comme d'autres, je me suis laissé aller à réclamer le droit à la différence. J'ai fait ma révolution culturelle et je crois qu'il vaut mieux parler de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous différencie. Ensuite, vous avez dit que le professeur, il donnait l'instruction, pas l'éducation. Enfin, il y a quand même quelques décennies que nous ne sommes plus à l'instruction publique, mais à l'éducation nationale. Donc, il faut quand même remettre un petit peu les choses en perspective. Les professeurs, il n'est pas seulement là pour transmettre un savoir disciplinaire. Il est aussi pour transmettre ce savoir disciplinaire dans une perspective d'intégration à la société au regard d'un certain nombre de choses. Donc, je crois que peut-être j'aimerais que vous précisiez votre propos par rapport à cela. Vous avez également dit qu'au sein de la famille, qui avait un rôle éminent et le rôle premier en termes d'éducation, et je suis d'accord avec vous, mais je pense que le professeur a aussi un rôle important en termes d'éducation et de transmission des valeurs, et je pense que jamais personne, surtout pas le prêtre, ne remplacera le professeur et l'instituteur dans la transmission des valeurs. Donc voilà, j'aimerais que vous précisiez ceci. Vous avez parlé de la famille et surtout du rôle des mères. Bien sûr, les mères, et j'en suis une, ont un rôle éminent. C'est toute la cellule familiale qui a un rôle éminent et pas seulement les mères. La façon dont se comporte le père au sein du foyer a aussi un rôle fondamental. Donc, est-ce que là aussi, vous pourriez nous repréciser un petit peu les choses? Et puis, le dernier point, vous avez parlé tous les deux, messieurs, sous des formes différentes, mais de remettre les enseignants au centre du dispositif. Vous, monsieur, c'était renforcer l'autorité des enseignants. Vous avez fait référence à la formation. Vous avez regretté la disparition des IUFM.
l'ancienne élève d'IUFM que je suis, que j'ai été dans une vie très antérieure, a aussi beaucoup regretté la disparition des IUFM. Pour autant, on a entendu dire il y a quelques années qu'avec un master, on pouvait enseigner. Donc, peut-on enseigner avec un master ou faut-il revenir à quelque chose qui est une formation beaucoup plus ample du métier d'enseignant en y remettant ce que vous aviez précisé tout à l'heure? Et est-ce que la revalorisation du rôle d'enseignant ne doit pas s'accompagner aussi d'une revalorisation de son statut dans la société? Alors, je crois que c'est très vaste. Mes chers collègues, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? C'est bon, Madame Jourda, comme ça, après, vous pourrez prendre tout le temps pour les réponses. Je souhaiterais, s'il vous plaît, si vous pouviez nous parler de votre approche donc de la laïcité et de ce que justement vous percevez qu'elle peut apporter justement dans le futur, puisqu'on parle justement de donner, de former les enseignants à la laïcité pour que nous retrouvions peut-être un creuset des valeurs communes. On ne l'a pas du tout évoqué. Il y a deux. Alors, Madame, je vais redire ce que j'ai dit à la fin. J'ai dit à ne pas vouloir donner la reconnaissance professionnelle et le remise au centre de la chaîne de transmission des savoirs aux enseignants. Nos responsables contribuent au malheur de notre pays. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Sur les associations, à la LICRA, c'était le vivre ensemble. Voilà. Il y a un moment où le vivre ensemble, tout le monde disait ça va, arrêtez avec le vivre ensemble. D'autres associations avaient des façons différentes de dire les choses, en tout cas pas nous. Vivre ensemble, le mieux vivre ensemble, ça a été notre credo. Mais dans les associations, c'est comme dans tout, hein, c'est comme dans les partis politiques ou les syndicats. Chacun a sa vision des choses, et de temps en temps, la vision des choses de certaines associations pose plutôt problème, sans vouloir citer d'autres associations comme le MRAP ou la Ligue des droits de l'homme. Nous n'avions pas les mêmes lignes, et d'ailleurs, avec le temps, ces associations ont pratiquement disparu du terrain. Vous parlez du savoir disciplinaire. Non, c'est pas du savoir disciplinaire dont on parle. C'est le savoir. C'est l'éducation. Est-ce que c'est vraiment au professeur de faire la discipline? Non, c'est la discipline de la matière. Disciplinaire. Anglais, français. Ah, Les maths, le français, les sciences. oui, voilà, d'accord. Je préfère. Alors c'est clair, c'était pas. Je sais pas, tu pourras peut-être répondre là-dessus. La mère, je dis plusieurs choses. La mère, oui, au centre. Là, c'est vrai qu'il y a le maire et le père, mais vous savez, malheureusement aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, les pères ont disparu. Le nombre de familles monoparentales est terrifiant et très important. Et c'est la maman qui... Alors, au départ, il y avait papa et maman avec les 4-5 enfants. Le père, c'est toujours un peu le... moi aussi, je suis papa. Mais lorsque ça va pas, on dit au père, débrouille-toi avec ton fils et montre-lui comment il faut faire les choses. Donc les pères ont disparu. Donc les mamans se retrouvent seules avec des enfants. Il n'y a plus de l'autorité parentale dans beaucoup de familles. Moi, je pense qu'il faudrait... là-dessus, on avait apprendre les religions, parce qu'on parlait des religions. On avait été d'accord et pas d'accord. Avant, on disait qu'il ne fallait pas apprendre les religions à l'école. Et je crois qu'aujourd'hui, vu la conjoncture, il faut apprendre les religions. Savoir apprendre... Hein, oui, le fait religieux. Oui, c'est expliquer les différentes fêtes, à quoi ça correspond. Je crois que quand on connaît les choses, on est moins violent les uns contre les autres. Alors longtemps, on a dit qu'il fallait pas faire le fait religieux, et je crois qu'aujourd'hui, qu'il faudrait absolument le faire. J'entends aujourd'hui que dans les ministères, peut-être qu'on viendrait à cela. Ce que je voudrais aussi, pardon de passer Coquelin, mesdames et messieurs, le contrat d'intégration, votre commission
devrait demander... vous savez, les contrats sont faits de la façon suivante. Il y a un appel d'offres et il y a des sociétés qui vont soumissionner, mais on ne surveille pas ni les formateurs, ni la qualité des programmes. Et ça, il faudrait le demander parce que c'est très important. Il n'y a pas de vérification ni des formateurs, ni des formations. Et moi, j'ai vu un certain nombre de jeunes qui, soi-disant, devaient parler français, à qui on donnait un diplôme. Et franchement, les diplômes, la qualité du français qui était le leur était d'une médiocrité totale. Quand je dis médiocrité, c'est-à-dire que ça ne leur permettait pas de rentrer dans notre société et parler. Et ça, c'est la faute des formateurs qui peut-être ne sont pas assez bons pour effectivement former. Même l'OFI, il faudrait effectivement demander des vérifications, ce qui n'est pas fait. Voilà. Il y avait d'autres choses que tu... Je voudrais, si vous me permettez, rajouter et revenir sur vos questions, de la question de la mer. Quand nous allions sur le terrain avec la LICRA, nous rencontrions souvent des associations de quartier. Et ces associations de quartier sont menées avec des bouts de ficelle par des mères de famille. Des mères de famille qui cherchent des appuis, qui cherchent des soutiens, qui ne trouvent pas de relais auprès de la commune, auprès du département ou auprès de la région, parce qu'elles sont perdues dans leur cité, dans leur environnement, elles parlent mal le français. D'ailleurs, la première demande de ces mères africaines, je ferai un distinguo, parce que en ce qui concerne l'immigration maghrébine, elle est quasi réussie à 90%. Les enfants ou les descendants d'originaires d'Afrique du Nord se diluent dans la société et on les retrouve dans toutes les couches de la société, du haut en bas des classes sociales, du manœuvre aux dirigeants d'entreprise en passant par les professions libérales. La grande difficulté vient la plupart du temps des familles originaires du Sub-Sahel, d'Afrique noire. Des femmes qui arrivent et qui ne parlent pas, certaines pas du tout, pas un mot de français. Comment voulez-vous qu'à la maison ou qu'à l'école, leurs enfants aient un vocabulaire aussi recherché que les enfants d'autres catégories sociales? Il y a un vocabulaire pauvre. Je ne sais plus qu'est-ce qui a été dit dans les statistiques de l'éducation nationale, d'ailleurs, la maîtrise de moins de 500 mots à l'entrée en sixième. Bon, ça parle clairement. Comment voulez-vous que, au bout de cela, il n'y ait pas 140 à 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans rien? Et quand vous regardez, sans tomber dans la statistique ethnique, vous faites simplement un regard social, la majorité, la grande majorité, pour ne pas dire l'intégralité de ces 150 000, viennent de ces catégories où on rajoute de la misère à la misère. Parce que c'est là également, au lieu de diluer dans le corps social, que l'on rajoute les immigrés qui arrivent et qui sont là depuis moins de 5 ans. Alors que cela, le paradoxe qu'on a pu constater également dans les rencontres, c'est que le paradoxe de ces immigrés de fraîche date ne veulent pas être mélangés avec ceux qui sont des descendants d'immigrés et qui n'arrivent pas à s'intégrer dans le pays. Donc, pour en revenir à la question des mères, comme l'a dit Patrick, les pères ont disparu de la circulation dans les cités. Ils ont disparu de la circulation. Ce sont les femmes, bon gré, mal gré, qui assument l'intégralité de l'éducation et de la responsabilité de la cellule
familiales, la plupart du temps, ce sont des mères abandonnées, ou quand le mari est là, il a un métier, excusez-moi l'expression, un métier de merde, qui fait qu'il est aux 400 coups pour aller gagner 3 francs 6 sous pour nourrir sa famille, et il n'a pas le temps de s'occuper de ses enfants qui traînent dans la rue et qui, de toute façon, ont perdu le respect de la figure du paters familias, comme on disait auparavant. L'autorité paternelle n'existe pratiquement plus. La responsabilité en revient aux femmes. Et pour répondre à la question de Madame sur la laïcité à l'école, encore une fois, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir de quelle laïcité on parle. Jusqu'à aujourd'hui, la référence, c'est la loi de 1905 et ce qui est inscrit dans la Constitution française, la République laïque, une et indivisible. Aujourd'hui, on est obligé de constater, mais on n'en a pas parlé, que la dérive politique est une dérive communautariste. Le clientélisme politique fait que l'on ne parle plus à des citoyens responsables, mais on parle à des communautés et à leurs représentants. La communauté de ceci, la communauté de cela, bref. Et quand il s'agit de faire régner l'ordre public, comme ça a été le cas lors des émeutes de 2005, à qui a-t-on demandé de descendre dans la rue pour ramener le calme? À des responsables religieux, pour certains autoproclamés dans les cités, pour ramener les enfants chez eux et arrêter de mettre le feu aux poubelles et aux voitures. Où est la République? Où est la responsabilité politique dans tout cela? Richard a complètement raison. Regardez ce qui se passe ces derniers temps. Alors, c'est pas uniquement avec la gauche, hein, avec la droite avant, c'était pareil. Quand il y a un problème, on va appeler un imam, on va appeler le grand rabbin de France, on va appeler Monseigneur 23 et on va leur demander de résoudre le problème. C'est pas la République. Il y a des tas de jeunes, quand il parlait de 2005, qui ne sont absolument pas religieux et qui ne se sentent pas représentés par aucun responsable religieux. Voilà. Ça devrait être des responsables politiques. Mais moi, je trouve que le Premier ministre est extrêmement courageux quand il parle de ghetto ou d'apartheid, car c'est la vérité. Nous qui sommes allés dans tous les quartiers, que ce soit à Paris, que ce soit à Marseille, dans les quartiers nord, à Toulouse, il y a des coins où ce sont des ghettos. Voilà. Vous avez des immeubles où il n'y a que des Turcs, des immeubles où il n'y a que des Algériens, des immeubles où il n'y a que des Congolais, et ensuite, à l'école, ce sont tous ces jeunes enfants, ce sont des écoles difficiles. Il n'y a pas, dans certaines régions, de melting pot. Voilà, c'est vraiment une sorte d'apartheid et une sorte de ghetto. Et j'aurais parlé aussi des associations. Je crois qu'il ne faut pas demander plus d'argent pour les associations. Déjà, l'État a des difficultés, donc il y a déjà des sommes considérables. Il faut une meilleure répartition des subventions. Les grandes associations, comme celles que je dirigeais avant, ne sont plus aujourd'hui d'une présence, non plus la présence qu'elles avaient sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont ces associations de quartier qui sont exceptionnelles. C'est vers eux qu'il faut répartir les sous d'hommes et de femmes qui se donnent à fond et qui auraient peut-être besoin qu'on les aide. Ceci doit se faire, comme nous l'avons demandé, département par département, comme nous l'avions fait au Haut Conseil. Nous avions fait des réunions à Bordeaux, à Marseille, enfin à Lyon, enfin partout, avec les préfets, les représentants des associations, des petites associations. Ce que nous avons entendu est exceptionnel. Ces hommes et ces femmes, surtout des femmes, sont des militants exceptionnels. Mais
ils ne sont pas aidés, ils ne peuvent rien faire. C'est eux qui rentrent dans les ghettos. C'est eux qui rentrent dans les immeubles. C'est eux qui peuvent effectivement trouver des solutions à un certain nombre de nos problèmes. Mais tant qu'on va les ignorer, eh ben, ce sont des gens qui feront ce qu'ils peuvent. Il y avait un moment, Richard, comment on s'appelait? On les appelait les hussards de la République. C'était des jeunes qui travaillaient, les médiateurs, hein, qui sont en général payés par des mairies, souvent des mairies de gauche, qui font un travail fabuleux, qui sont eux-mêmes des gens en difficulté, qui gagnent presque rien, et qui font un travail extraordinaire vers l'autre. Voilà. On les avait appelés les hussards de la République. C'était les derniers qui, effectivement, avaient un lien entre l'État et les habitants d'un certain nombre de quartiers. Alors, l'heure est pratiquement écoulée, mais je ne voudrais pas que M. Longuet... Si vous... D'accord, merci. Donc, messieurs, je vous remercie donc, de votre présence et donc nous allons continuer notre enquête. Merci. Bonne chance.